Bonjour à toutes et tous. Richard Hanna de la DINUM, Direction interministérielle du numérique. Je suis chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable. On travaille sur la réduction de l'empreinte environnementale de l'administration publique. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. On a 4 intervenants. On va parler de l'open source comme contributeur à un monde un peu plus soutenable, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle européenne. Donc, on a notamment Sandrine Elmi-Hersi, qui est chargée des affaires européennes à l'ARCEP, et aussi coprésidente du groupe de travail sur la soutenabilité du numérique au BEREC. Donc, c'est le groupe, le BEREC qui regroupe l'ensemble des régulateurs télécoms européens. On a Mona Traikia, pardon, qui est consultante transformation numérique et élue conseillère territoriale à Plaine Commune au nord de Paris. On a Agnès Crépé, qu'on ne présente peut-être plus, mais que je présente quand même, responsable de la longévité des logiciels chez Fairphone. Jean-Christophe Elino, qui dirige Naos, Nouvelle-Aquitaine Open Source. Donc c'est un pôle de compétences régionales en logiciels et technologies libres et open source. Et également, vous êtes scénariste du documentaire Responsable du numérique qui a été diffusé à 12h30 tout à l'heure et qui est disponible donc en ligne. Je vous propose de démarrer. On a 45 minutes. Donc de ce tour de France et d'Europe des initiatives. Mona, quelle est la place du logiciel libre et comment le logiciel libre contribue à un numérique plus responsable donc, dans votre collectivité, donc à Plaine Commune? Alors, Plaine Commune, c'est 9 villes de Seine-Saint-Denis, effectivement, comme vous l'avez cité, et 440 000 habitants. C'est la plus ancienne communauté d'agglomération, avec des villes qui vont à la fois de 9 000 âmes à 120 000 âmes pour Saint-Denis, qui est la plus connue, puisqu'elle est une des plus grandes villes d'Île-de-France. Comment on est entré l'open source quand on enlève effectivement la partie idéologie de l'open source? Et je vais effectivement m'attacher uniquement à notre capacité en fait à avoir des démarches collectives de partage, notamment de sources. Comment c'est entré dans les collectivités? Historiquement, c'est entré sur les sites web. Parce qu'il y avait des freins qui étaient incontournables et qui demeurent encore avec la triste actualité de la cybersécurité. Mais il y avait des freins qui étaient de dire attention, plus on partage les codes sources, plus on donne un petit peu les clés de notre maison et de nos systèmes d'information. Donc, quand on a dit ça, c'est bien, mais que fait-on? Donc, nous, on s'est appuyé effectivement sur l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour se pencher sur le volet cybersécurité, pour pouvoir justement aborder des solutions open source de manière, je dirais, sécurisée, en tout cas, même si le risque zéro n'existe pas, d'anticiper au maximum ce risque. L'idée de l'open source au sein des collectivités, c'est tout simplement une opportunité à la fois de se dire que quand on a un sujet qui ne va pas, on peut faire appel à toute une communauté, je dirais, vous avez dit nationale, européenne, mais même mondiale sur des sujets fonctionnels. Mais c'est aussi pour les collectivités une opportunité de se réapproprier leur patrimoine informationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que systématiquement, quand on a un renouvellement, par exemple, de solutions propriétaires, qu'on regarde s'il n'existe pas une solution open source de disponible, en intégrant, je dirais, la cybersécurité by design. Et surtout, ça nous permet de prendre de la hauteur, de nous dire quelles sont les solutions qui existent en open source, comment on va pouvoir faire une phase de réappropriation du système d'information, tout en envisageant une phase de décommissionnement pour les changements. Donc c'est une véritable opportunité. Donc nous, on travaille de manière très active sur ces sujets-là, sur des aspects fonctionnels pur métier, je dirais, en impliquant les agents, les services et les directions sur ces nouveaux choix avec un duo, je dirais, expertise métier et aussi expertise SI, en mettant le point fort sur la cybersécurité qui est un enjeu majeur pour les collectivités. Merci. On va prendre le train, on va aller à La Rochelle. Jean-Christophe, vous avez participé donc à une feuille de route numérique responsable pour la région Nouvelle-Aquitaine. Quelle est la place du logiciel libre dans cette feuille de route?
Effectivement, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Richard, moi j'arrive d'une belle région, hein, la région Nouvelle-Aquitaine, où on mange bien et on a du bon vin. Et une fois qu'on a dit ça, on fait aussi du numérique responsable. On en fait depuis octobre 2020, et notamment à travers cette feuille de route qui a été votée, hein, et qui avait une durée de mise en place de 2 ans. On arrive en fin de feuille de route, donc on va pouvoir faire le bilan au début de l'année 2023. Et sur cette feuille de route avec 4 objectifs et 27 actions, sur ces 27 actions, on avait 3 actions autour du logiciel libre et des communs numériques. Donc avec un enjeu effectivement de développer et valoriser un patrimoine de communs numériques, hein, communs numériques régionaux. Un enjeu de pouvoir financer des projets autour du logiciel libre. La région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à manifestation d'intérêt doté d'à peu près 700 000 euros par an pour justement financer des projets de logiciels libres innovants et financer de l'ouverture de code source. Donc ce projet, il est en cours, il tourne, et la région Nouvelle-Aquitaine est sans doute la seule région aujourd'hui à avoir un chargé de mission logiciel libre, hein, spécifiquement dédié sur ces aspects-là. Certains d'entre vous le connaissent. Et parmi ces actions aussi, il y avait une action qui était liée à la réutilisabilité du code, et donc favoriser cette réutilisabilité au travers d'une forge régionale. Merci. On va prendre un peu de hauteur. Sandrine, quel état des lieux faites-vous à l'échelle européenne sur les impacts environnementaux du numérique? Merci Richard, bonjour à tous. Donc comme ça a été dit, je travaille à l'ARCEP et au BEREC, donc j'ai une perspective plus réglementaire du sujet. Et donc pour commencer, ça peut surprendre, mais la réduction de l'empreinte environnementale du numérique est un sujet très nouveau au niveau européen et pour les pouvoirs publics impliqués dans la conception du cadre réglementaire européen. Et donc pendant une longue période, le numérique a d'abord été considéré comme une solution au changement climatique et aux crises environnementales. Et cette perception, cette doctrine s'est concrétisée de façon réglementaire, de telle sorte que jusqu'à très récemment, il y avait peu d'obligations réglementaires environnementales qui s'appliquaient au secteur du numérique, en dehors de quelques exceptions, par exemple concernant les déchets électriques et électroniques. Et il y a eu un vrai changement de paradigme avec le Green New Deal européen, donc le pacte vert européen en 2019, où pour la première fois, on a vu des objectifs ambitieux centrés sur le numérique, pour un numérique responsable. Donc par exemple, pour appliquer une logique d'économie circulaire au secteur, ou pour évidemment atteindre la neutralité climatique pour les infrastructures du numérique. Et donc c'est dans ce contexte qu'au BEREC, on a créé un groupe de travail dédié à la soutenabilité du secteur numérique. Et donc, depuis ce Green Deal, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours de discussion au niveau européen ou en cours de préparation, et qui montrent en fait que ces enjeux sont désormais vraiment au cœur de l'agenda des pouvoirs publics européens. Donc, il y a des initiatives sur les terminaux, donc téléphones portables et tablettes. Je laisserai Agnès Crépé nous en dire un mot. Mais il y a aussi des initiatives qui sont en cours de discussion sur les infrastructures du numérique, donc évidemment sur les centres de données, mais aussi sur la partie réseau qui est un peu moins mis au centre de la scène dans le débat public européen, mais qui est vraiment importante et sur laquelle nous contribuons particulièrement au niveau du BEREC et de l'ARCEP. Et un dernier point, c'est qu'on peut noter que sur la partie services numériques, c'est la partie où on a le moins d'initiatives pour le moment, le moins de données, le moins de travaux. Donc voilà, au regard de notre sujet, ça sera intéressant de voir ce qui va sortir, mais on note quand même que la lutte contre l'obsolescence programmée, y compris logicielle, mais aussi matérielle, fait partie des objectifs à l'agenda de la Commission actuelle. Donc pour conclure, on avance sur le sujet au niveau des pouvoirs publics, des autorités publiques européens. Mais il faudra bien veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur du numérique soient effectivement responsabilisés d'un point de vue environnemental. Merci Sandrine. Agnès, justement on en parlait, parce que vous travaillez chez Fairphone. Quelles sont les avancées en termes réglementaires qui permettent d'avancer sur les aspects soutenabilité du numérique et notamment des mobiles?
Ouais, alors j'ai eu la question ce matin, je donnais un talk sur comment l'open source nous a aidés, nous en tout cas, à faire des produits plus responsables. Je parlais de longévité, etc. Et j'ai eu une question après mon talk, on me disait oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez observé sur ces dernières années au niveau législatif et puis comment vous avez poussé d'autres industriels à changer? Je pense qu'on a une influence directe et indirecte. Donc directe parfois sur le sourcing, parce que Fairphone, pour information, au-delà de la longévité logicielle et matérielle, on a aussi un axe sur sourcer des matériaux de manière plus éthique, que ce soit dans les mines de déchets industriels ou dans les mines dans la terre, quoi. Donc là, oui, il y a des partenaires industriels qui nous ont rejoints sur ces mines équitables. Par contre, sur tout ce qui est longévité, matérielle ou logicielle, je pense qu'on a plus une influence indirecte en ce moment parce qu'on fait partie justement de ces groupes de travail pour définir un nouvel arsenal législatif. Donc moi je fais partie des groupes de travail avec le gouvernement français sur l'index de réparabilité et de durabilité. Et c'est cool qu'ils invitent Fairphone, un homme, une femme, une voix, au même titre qu'ils invitent Apple ou Samsung. Donc voilà, moi je trouve ça classe en fait. Enfin, disclaimer, hein, c'est quand même super que des acteurs comme nous, on est 100 employés, quoi. On vend 100 000 téléphones par an. Donc c'est déjà pas mal, mais je veux dire, voilà, c'est pas les volumes des concurrents que j'ai cités juste avant. Et donc grâce à notre présence ici, dans ces groupes de travail, et bien évidemment qu'on montre que c'est possible de faire les choses différemment. Et même s'il y a plein de limites, d'habitude je suis plutôt à dire allez, il faut aller encore plus loin, mais c'est quand même sur les 10 dernières années, vraiment ça a tout changé, quoi. C'est-à-dire que la directive dont vous parliez sur l'éco-design, qui arrive maintenant sur les tablettes et les téléphones, oui, il y a des limites, il y a des trucs qui sont perfectibles. Je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que le draft dit par exemple que sur les batteries, il faudrait choisir entre une batterie qui dure et une batterie qui soit removable. Je pense que par défaut, pour qu'elle soit de toute façon qu'on puisse la changer, quoi, voilà. Mais quand même, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que les acteurs comme nous, on est intégrés dans l'index de réparabilité et de durabilité. Comme je l'ai dit, on a le même poids qu'Apple, entre guillemets, ou que Samsung. Et on nous écoute. On nous écoute, c'est-à-dire qu'on présente par ce qu'on fait concrètement que c'est possible de faire un support logiciel sur non pas 2 à 3 ans, ce qui est la moyenne des téléphones Android, mais plutôt sur 5, 6 ou 7 ans. Et je pense que ça va dans le bon sens. L'index de réparabilité, pour répondre concrètement à la question, est sorti en 2021. Je pense qu'on en a peut-être tous entendu parler. C'est un peu comme les diagnostics énergétiques quand vous achetez un appart. Vous avez une note qui vous dit si votre appart il est correct en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. C'est la même chose sur les téléphones et les tablettes. Vous pouvez avoir une idée sur la réparabilité de votre produit. Et là, les gens se sont dit, dis donc, c'est pas parce que je mets 1200 balles dans un smartphone qui va être réparable. Et bien oui, ça fait réfléchir les consommateurs, les consommatrices sur leur acte d'achat. Et l'index de durabilité va être encore plus global. On va ne pas s'intéresser uniquement à la réparabilité, mais vraiment à la robustesse des appareils et à leur longévité. Donc ça, c'est super. Et je vois plutôt des choses qui poussent à croire que ça peut changer dans le bon sens. Le fait que des acteurs comme nous, on n'est pas les seuls. Il y a Common, qui est une coopérative d'électronique durable qui est à Strasbourg, qui a fait partie de ça. Il y a Hop, Halte à l'obsolescence programmée, qui est aussi dans ces groupes de travail. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Après, voilà, c'est la limite que je verrais juste à ça, c'est qu'on est souvent des acteurs de taille moyenne, voire petite, et donc on n'a pas 20 lobbyistes à plein temps qui peuvent participer à ces groupes de travail. Voilà, donc il faut, c'est pas tout le temps facile au quotidien, mais en tout cas, c'est bien qu'on ait une place, quoi. Mona, justement, quel pourrait être le rôle de la commande publique, justement pour soutenir de telles initiatives comme Fairphone, Camon ou autres, comment intégrer l'open source dans la commande publique pour les enjeux environnementaux. Tu citais d'autres enjeux de cybersécurité, de souveraineté, voilà, un peu les mots à la mode. Alors, justement, moi, je me méfie des mots à la mode. Quand j'entends numérique responsable, moi, je suis élue depuis 2014 et dans la stratégie numérique, le numérique responsable, il est prégnant dans toutes nos politiques publiques depuis 2015, avec vraiment une vraie volonté des collectivités, donc des 9 villes, mais aussi du territoire,
pour aller vers ces sujets-là qui sont clairement le numérique, vous l'avez évoqué, c'est un outil indispensable et ça peut accélérer la transition écologique, transition énergétique et notamment toutes ces stratégies de numérique responsable. Mais aussi, quand on nomme les choses, ça a un impact environnemental très très fort. Donc on s'est posé cette question très très rapidement. Je suis vice-présidente du GIP Maximilien, qui est la première plateforme de la commande publique francilienne. C'est quelques dizaines de millions d'euros de commandes publiques. Et la commande publique, c'est un levier majeur pour les collectivités locales, à la fois en Île-de-France, mais au niveau national, pour accélérer cette transition écologique, accélérer cette transition énergétique, répondre aux défis qui nous sont assignés, et notamment le fait d'intégrer, je dirais, dans nos dispositifs d'achat, des critères d'achat responsable, d'achat éthique. Vous avez utilisé ce terme-là. Moi, c'est un terme qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est essentiel de donner du sens à ce que l'on fait. La notion de numérique responsable, elle est au cœur de cela. Quand vous avez, nous, on a voté une charte des achats publics éthiques et responsables, et à l'intérieur, on a mis un volet numérique très, très fort, où toutes les solutions, et même les projets aujourd'hui, même depuis 2015, je peux en témoigner, des projets qui seraient très consommateurs, énergivores et qui seraient à fort impact, pour moi, ce ne sont pas des projets acceptables. Donc je pense que la commande publique, elle est au cœur de toutes ces transitions-là. Elle est au cœur, effectivement, elle est un levier parce que, effectivement, quand vous lancez un appel d'offres avec des critères très très forts de numérique responsable et d'open source, on a un impact, un levier tout de suite auprès des écosystèmes. Et puis, moi, je tiens à saluer, parce que je travaille aussi avec le contrat de filière, contrat de confiance, la filière industrie, sécurité, défense, où je pilote, vous avez parlé de la donnée et de son impact, je pilote effectivement un groupe de travail sur la donnée et sur le citoyen. Deux choses essentielles. Comment on peut impliquer le citoyen dans tout cet impact du numérique pour aller vers un numérique plus sobre, un numérique responsable, aussi dans l'open source, et comment on peut emmener avec nous des écosystèmes. Là, vous parliez de l'indice de réparabilité, mais moi, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là auprès de cette filière, la filière industrie-sécurité, et on travaille sur la mutualisation avec des nouvelles formes de collaboration entre collectivités, États, et acteurs des filières des écosystèmes pour pouvoir mutualiser à la fois les dépenses, mais aussi avoir des critères d'exigence très très forts sur la réalisation de solutions sobres et qui répondent à tous ces critères. Donc effectivement, la commande publique, elle est essentielle. Il y a la loi Rennes aussi qui a été votée, je pense, fin juillet de mémoire, sur la stratégie d'un numérique responsable, intégrant aussi les volets cyber, etc. Je pense qu'il va falloir aussi qu'à un moment, on se dote à faire évoluer de manière très très forte nos dispositifs de commande publique pour intégrer des indicateurs, je dirais, mesurables, quantifiables, qui soient des indicateurs pragmatiques et concrets qui nous permettent aux décideurs de la commande publique de faire les bons choix et d'aller à un niveau, je dirais supérieur sur cette notion d'achat. Moi, j'ai appris récemment, en préparant cette intervention, j'ai échangé avec la direction générale du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est déjà passé depuis 15 ans sur des outils d'open source. C'est juste pour revenir sur l'aspect citoyen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a installé toutes et tous des solutions sur nos ordinateurs. Est-ce qu'on utilise toutes les fonctionnalités ? Oui ou non ? Est-ce qu'une solution open source n'existerait pas, qui répondrait, elle, juste à nos besoins et qui permettrait à chacune et à chacun de nous de contribuer à transformer, je dirais, nos usages et réduire notre empreinte écologique, en tout cas sur les aspects numériques. Ça passera peut-être par la formation. Justement, Jean-Christophe, est-ce qu'il y a un manque de formation à la fois des citoyens et aussi des agents publics pour intégrer justement l'open source dans notre quotidien, que ce soit au travail ou à la maison? Il y a deux aspects. Il y a la formation sur le numérique responsable. On a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine, et tu citais La Rochelle tout à l'heure, un think tank qui s'appelle l'Institut du numérique responsable et qui aujourd'hui propose un cursus de formation sur le numérique responsable en 3 étapes. Alors, il y a le niveau Padawan. Le niveau Padawan, c'est un MOOC qui est accessible sur Internet
et qui vous permet de vous sensibiliser sur le sujet. À l'issue de ce MOOC, vous pouvez passer un certificat de connaissance sur le numérique responsable. Et après, derrière, effectivement, on a la dernière étape qui est plutôt le niveau de Jedi, et donc une formation d'ambassadeur du numérique responsable qui vous permet d'intervenir dans des DSI de collectivités ou d'entreprises pour apporter un certain nombre d'éléments et pour essayer de convaincre. Après, une fois qu'on a parlé effectivement du numérique responsable, il y a la partie logiciel libre, la partie numérique ouvert en lien avec le numérique responsable. On va essayer côté Naos de s'engager dans cette démarche de formation. On vient d'être certifié Calliope très récemment et on ouvre effectivement un centre de formation sur ces sujets numérique responsable, numérique ouvert dans les prochains jours, et je parle bien des prochains jours. Sandrine, quel est le potentiel de collaboration entre la société civile et les régulateurs pour mieux lutter contre l'obsolescence des matériels, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est pas le tri des mails, c'est vraiment l'obsolescence des matériels. Oui, de façon générale, pour agir pour un numérique responsable, donc y compris en agissant sur la partie matérielle et en allongeant la durée de vie des terminaux, il faut d'abord comprendre les différents impacts environnementaux pour identifier les leviers à actionner et où il faut agir en priorité. Donc, en tant que régulateur, nous, on a une expertise sur le secteur télécom, le secteur du numérique. Donc, l'une de nos actions principales, c'est de réaliser des études et de publier de la donnée pour pouvoir, en fait, éclairer le débat public et permettre aux parties prenantes intéressées de se saisir de ces données et de pouvoir agir en faveur d'un numérique plus responsable. À titre d'exemple, en 2021, on a publié un rapport sur l'impact des pratiques commerciales des opérateurs télécoms sur la durée de vie des téléphones portables. Et on a notamment pu voir que il y avait une perception du fait qu'avoir une offre subventionnée, donc c'est-à-dire avoir un téléphone portable et un abonnement avec potentiellement une réduction, pouvait accélérer la fréquence de renouvellement du parc mobile. Et en fait, en analysant la donnée et en utilisant notre expertise technique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de corrélation avérée et que les leviers actionnés étaient potentiellement autre part, donc en agissant sur le reconditionnement, enfin en augmentant l'offre et la distribution de téléphones reconditionnés, la réutilisation, en investissant dans l'éco-conception par exemple. Et donc, côté société civile, ça a été soulevé par Agnès Crépé, mais on est aussi persuadé que ce soit à l'ARCEP ou au BEREC que la société civile et aussi, dans une certaine mesure, les acteurs économiques doivent vraiment être des acteurs de la mise à l'agenda des enjeux environnementaux du numérique pour la feuille de route des pouvoirs publics et des régulateurs sur le sujet. Et un exemple très concret, comme je l'ai dit juste avant, donc on a commencé au BEREC à s'intéresser à la question du numérique responsable en 2019-2020 et on a publié un premier rapport pour identifier les pistes de travail pour agir plus vite pour un numérique responsable. Et donc on a soumis ce rapport à une consultation publique pour pouvoir l'alimenter de contributions extérieures. Et donc, il y a une association qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, donc la Free Software Foundation Europe, qui a participé à cette contribution. Et c'est grâce à leur analyse qu'on a inclus dans nos pistes de travail futures la question des solutions ouvertes, des données ouvertes et de l'open source comme potentiel contributeur à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et enfin, sur les potentielles pistes de collaboration société civile et régulateurs, donc on parle d'open source, mais je pense que c'est aussi important de parler d'open data parce que aussi à l'ARCEP comme au BEREC, on est persuadé que la possibilité d'avoir accès à un plus grand nombre de données, en tant que régulateur de publier la donnée, y compris en open data, peut avoir un impact positif sur le marché et créer des incitations positives pour que les acteurs aient une performance environnementale plus importante. Et donc,
en ce sens-là, on publie notamment une enquête annuelle pour un numérique soutenable où on publie des indicateurs clés sur la performance environnementale des acteurs télécoms et numériques. Donc il y a une première étude qui a été publiée cette année et on travaille actuellement à une seconde étude et sur les prochaines études et qui intégreront un plus grand nombre d'acteurs voilà, dans le cadre de nouvelles compétences législatives qui nous ont été confiées. Donc voilà, pour résumer, les 3 pistes, c'est donc les régulateurs pour éclairer les débats publics avec des données robustes, la société civile comme contributrice de l'agenda des pouvoirs publics pour un numérique soutenable, et enfin l'open data comme levier de collaboration. Merci beaucoup. Agnès, peut-être pour compléter, comment on pourrait inscrire l'open source comme élément clé pour réduire l'empreinte environnementale du numérique? Peut-être donner quelques exemples chez Fairphone, notamment. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs aspects. C'est une question que je viens de discuter avec Mathieu Fort de la Dulac là, et ses collègues, où un collègue de Mathieu me demandait alors voilà, en quoi exactement la question que tu poses. Et c'est vrai que moi j'ai très focalisé sur la longévité, sur le fait de dire typiquement, voilà, l'exemple de Fairphone, on fait des téléphones, un OS, un système d'exploitation sur les téléphones qu'on rend open source. Du coup, ça permet aux communautés open source de s'approprier ça, de contribuer, et du coup, ça nous permet aussi de récupérer ces contributions pour faire un support logiciel plus long, notamment quand le support de la puce n'est plus présent. Donc ça, c'est bien, il y a un vrai allongement. Mais en plus de ça, et c'est un argument que j'utilise, que tu as mentionné, Mathieu, avec ton collègue, la multiplication, l'aspect multiplication des acteurs, en fait. C'est-à-dire, grosso modo, nous, en tant que fabricant de téléphone, on drop le support du Fairphone 2 à 7 ans et demi, ce qui est déjà pas mal, parce que la plupart des téléphones, comme je l'ai dit, Android, c'est 2 à 3 ans. Mais du coup, le fait de faire de l'open source, d'avoir fait de l'open source tout au long de la vie de ce produit, Fairphone 2, qui est sorti en 2015, fait en sorte que des communautés open source puissent continuer le support. Là, typiquement, on a Common, la coopérative dont j'ai parlé juste avant, là, électronique durable à Strasbourg. Là, typiquement, ce qu'ils sont en train de faire pour Halloween, là, ils ont sorti le Frankenphone. Donc, c'est le Fairphone 2 qui va arriver à 8 ans et demi de support grâce à un système d'exploitation qui est basé sur LineaOS, qui s'appelle iOS, mais dans la salle, je vais citer Yodé, parce qu'on a le fondateur d'Yodé juste ici. Yodé, iOS, LineaOS, on est sur des solutions concrètes. Bon, Yodé et I, en plus, vous avez des solutions commerciales qui peuvent être utilisées. Vous avez possibilité d'avoir ces systèmes directement flashés sur vos téléphones, si jamais vous ne vous sentez pas techniquement de le faire. Mais grosso modo, on est sur des solutions concrètes qui montrent que l'open source, c'est un levier pour la longévité. Et le côté multiplication des acteurs est aussi vachement important. C'est-à-dire qu'en gros, ça dépasse le cadre du fabricant de téléphone. D'autres personnes peuvent se réapproprier l'outil. Et ce que font Yodé et ce que fait iOS, il y a aussi un fort aspect, le fait qu'ils proposent un système d'exploitation alternatif à ce que propose le fabricant de téléphone. Nous, on fait du certifié Android. On a un partenariat avec i qui permet d'avoir un système alternatif. Yodé fait aussi tourner leur système d'exploitation sur nos téléphones. Et du coup, ça permet aussi, on n'est plus sur le côté écologique, mais le côté responsable du point de vue vie privée. On a aussi une solution concrète pour permettre à des utilisatrices, utilisateurs, de ne pas avoir à se soucier de où vont leurs data. Enfin, disons que vous avez une solution un peu plus éthique d'un point de vue vie privée, puisque les data ne vont pas partir par défaut chez Google. Donc ça, c'est différents leviers que je maintiens. Après, il y a aussi un aspect ressources. Il y a plusieurs études qui ont montré que quand vous faites tourner une version open source d'un système d'exploitation sur un téléphone portable, il y a moins de ressources consommées que sur un iOS, je ne parle pas de iOS ou un Android certifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de data qui partent dans le cloud de Google, quoi. Donc moins de transactions réseau, moins de consommation de ressources. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Moi, je crois vraiment plus à la longévité parce que, encore une fois, le coût écologique des smartphones à 75%, c'est la production des téléphones, entre 75 et 78%. Donc pour faire moins de production, il faut que les téléphones durent, il n'y a pas de secret, donc il faut moins en fabriquer. Et pour moins en fabriquer, si vos téléphones n'y durent pas, on ne va pas y arriver. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce en quoi l'open source peut servir. On est vraiment dans les acteurs que j'ai précités tout à l'heure, la Common, Hop, à pousser justement la présence de l'open source dans ces groupes de travail. Et je pense que c'est très important qu'on ait justement ces critères-là qui soient clairement mentionnés pour montrer, et là il y a plein d'acteurs aujourd'hui dans cette conférence-là,
Open Source Experience, pour montrer que bah oui, c'est essentiel pour que les produits qu'on achète durent. Voilà. Merci beaucoup. On va passer déjà un peu à la conclusion. On va faire un tour de table sur les perspectives. Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver? On commence par toi, Sandrine. Par vous, Sandrine, c'est vrai que j'ai commencé par le vouvoiement, mais c'est vrai qu'on se connaît tous. Quelle perspective et pistes de travail à l'échelle européenne sur l'open source, l'open data, enfin tout ce qui peut aider à réduire l'obsolescence, à réduire l'empreinte environnementale du numérique? Quelles sont les futures actions? Donc, de façon générale, enfin, j'en ai déjà parlé, mais il faudra continuer à améliorer la mesure et agrandir le pool de données disponibles sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc, je passe vite sur ce point. Il faudra aussi veiller, comme j'ai pu le dire au début, à responsabiliser tous les acteurs de l'écosystème du numérique et ne pas, par exemple, s'intéresser qu'aux fabricants de terminaux parce que les terminaux représentent 80% de l'empreinte carbone, parce qu'en fait, il y a des interdépendances très fortes entre les différentes couches de l'écosystème du numérique. Donc, il faut vraiment veiller à avoir une approche holistique. Donc, ça, c'est pour la perspective générale. Après, sur l'open source, donc de mon point de vue, de mon expérience, ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est des études permettant d'objectiver en fait les bonnes pratiques et l'impact positif de l'open source en matière de soutenabilité environnementale pour permettre d'alimenter les initiatives réglementaires en cours de discussion au niveau européen sur le droit à la réparation ou sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Et pour finir, pour que ça soit adapté au public dans la salle, ce serait d'être veillé à ce que les développeurs de logiciels libres adoptent effectivement des critères d'éco-conception, comme tous les développeurs, parce que évidemment, à ce stade, il est clair que les logiciels libres contribuent à allonger la durée de vie des équipements et sont donc favorables à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. On peut aussi noter qu'ils sont plus modulables, plus facilement configurables, donc c'est plus facile de désactiver les fonctions inutiles et donc de réduire la consommation énergétique de ces logiciels. En revanche, on ne peut pas dire que par défaut, un logiciel libre est plus efficace du point de vue de la consommation énergétique vis-à-vis d'un logiciel propriétaire qui aurait adopté des critères d'éco-conception. Donc, pour que le rapport soit favorable et pour être sûr que l'open source participe à 100% à réduire l'empreinte environnementale du numérique, il faut aussi veiller à un haut niveau de standard d'éco-conception dans la communauté. Faire attention à l'effet rebond peut-être. Jean-Christophe, en Nouvelle-Aquitaine, peut-on espérer que les collectivités passent à large échelle au libre, qu'on réduise l'obsolescence des équipements, qu'on ait des ordinateurs qui durent 10, 15 ans? Alors, il y a le chargé de mission logiciel libre, le fameux dont on parlait tout à l'heure, qui vient de rentrer dans la salle. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais oui, on espère effectivement que le libre continue à se déployer. Il y avait hier soir la remise des TNL, des territoires numériques libres. 3 collectivités de Nouvelle-Aquitaine ont été récompensées. En l'occurrence, la ville de Boë, la ville de Périgueux et la ville de Saint-Loubès dans la banlieue bordelaise. Donc oui, ça doit se développer. Oui, le numérique responsable doit se développer. Il va, et on l'espère, se développer. On a répondu à la candidature, à la labellisation pôle de compétitivité sur la thématique numérique responsable en Nouvelle-Aquitaine. Réponse en décembre ou en janvier, si je ne m'abuse, avec un certain nombre de clusters partenaires. Et ce futur pôle qui, s'il est labellisé, s'appellera peut-être Hunter, Excellence numérique pour la transition écologique responsable. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Ce futur pôle, on fera en sorte que l'open source soit au centre du fonctionnement de ce pôle, et notamment dans toute cette logique de réutilisabilité de code et de développement du numérique responsable. Mona, pareil, même question. Est-ce qu'on peut espérer à large échelle, à pleine commune, donc en Seine-Saint-Denis, que le logiciel libre détrône le logiciel propriétaire, qu'on ait des ordinateurs, des smartphones qui durent 10 ans, 20 ans? J'exagère un peu.
Dans un monde idéal, ça serait mon souhait le plus vif. Non, je crois qu'il faut rester très pragmatique. Je pense qu'on a encore un chemin à construire tous ensemble. Autant on ne construit pas une ville comme on la construisait avant, autant on doit co-construire en tout cas des solutions logicielles de manière différente. On a parlé d'éco-conception. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 documents qui sont de référence, c'est celui de la DINUM et celui de la FNOR, en tout cas sur la partie responsable. Non, mais je le dis sans rougir parce que c'est les 2 guides de référence, parce qu'on n'a pas vraiment de normes aujourd'hui du numérique responsable, et je crois que c'est ce qui nous manque vivement. Je pense qu'on a besoin à la fois effectivement de travailler avec l'ensemble des acteurs des écosystèmes numériques et pas que, c'est-à-dire les clients aussi, les citoyens, parce qu'il y a le CIDO qui est pas très loin sur l'IoT, mais il y a des milliards d'IoT qui sont déjà là et d'autres qui sont en train d'arriver. Et au-delà de l'obsolescence, on a un vrai sujet autour de la maîtrise de nos usages et de notre destin, en tout cas numérique. Donc ça, faut y penser. Les enjeux sont tellement forts en termes de souveraineté numérique. Vous parliez de data, on ne construit pas un data center aujourd'hui comme on le construisait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Un exemple simple, à Plaine Commune, on a construit un des plus grands data centers européens, un projet à plus d'1 milliard d'investissements, sur un plan d'investissement. Et tout de suite, on s'est posé la question de l'éco-conception. Comment on va récupérer les chaleurs, la donnée utile, comment... Donc je pense qu'il faut que ça soit intégré directement dès le design de la solution applicative, et qu'elle réponde aussi de manière pragmatique à des besoins fonctionnels précis. Donc je pense que ce dont on a besoin à l'Europe, c'est aussi... Il ne faut pas s'en rougir parce qu'il y a aussi un aspect développement économique, un développement sociétal que j'ai évoqué avec les nouveaux usages. Mais il y a aussi, on est sur un secteur qui est porteur de beaucoup de création d'emplois. Vous parliez de formation tout à l'heure, il y aura certainement des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc c'est aussi un vecteur d'accélération de développement économique, de souveraineté économique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis je crois que les enjeux sont tellement prégnants pour préparer, je dirais, la société de demain, et qu'il n'y a pas de petits gestes, et que aussi bien les écosystèmes, les collectivités, le levier de la commande publique, mais aussi bien les écosystèmes, mais aussi chacune et chacun de nous, on doit s'interroger et s'adapter justement. L'open source, il suffit d'une petite recherche sur votre moteur de recherche préféré, je ne citerai pas de nom, et puis je crois aussi que plus largement, il y a un enjeu qui est de dire soyons tous innovateurs et non les followers d'une hégémonie, je dirais, étrangère. Donc on a toute notre part à prendre. Tous responsables du numérique, comme le titre du documentaire de Jean-Christophe. Pour finir, Agnès, sur quel sujet vous battez-vous? C'est bizarre de te vous voyez. Sur quel sujet vous battez à l'échelle européenne, où vous avez envie de vous battre pour aller un peu plus loin? Peut-être citer l'extraction, notamment, enfin, l'extraction, la traçabilité des matériaux. Je ne sais pas si c'est un sujet. Oui, c'était le premier sujet effectivement que je voulais citer. Ça tombe bien. Ouais, donc j'étais assez optimiste en disant il y a plein de choses qui se passent, on est dedans, etc. Super, mais c'est vrai que bon, c'est pas encore délivré. Cette éco-design directive est encore à l'état de draft, et j'espère bien que l'ensemble législatif européen va mettre l'accent sur une traçabilité des ressources sur le téléphone. Donc typiquement, nous, chez Fairphone, on prône que le LCA, Life Cycle Assessment, l'analyse du cycle de vie, soit disponible pour tous les fabricants de téléphones librement sur notre site web. Personne ne le fait. Apple fait quelque chose au niveau du recyclage, au moins ils font ça, mais il n'y a rien sur l'analyse globale du cycle de vie. Qu'est-ce que ça coûte de faire un téléphone, de sa production jusqu'à sa fin de vie, le recyclage en passant par l'usage. Donc voilà, on prône ce côté open data. On espère que ça passera, que ça fera partie des obligations, parce que si nous on le fait, on paye un organisme indépendant qui s'appelle le Fraunhofer, c'est un institut qui fait référence dans les analyses de cycle de vie, qui est germanique. On les paye pour qu'il y ait une certaine transparence, une certaine indépendance. Si nous, on le fait, pourquoi les autres ne le font pas? Donc on espère que ça passe. Et on espère aussi, et là je rejoins ce que tu disais, Sandrine, effectivement, je pense qu'il manque des rapports un peu objectifs, parce que là, on vous dit, on est tous plus ou moins entre convaincus, personne convaincue, oui, l'open source, c'est super. Ouais, mais sauf que quand on est en discussion, dans des tables rondes, dans des groupes de travail au niveau Europe, au niveau national, on n'est pas du tout face aux convaincus. Et arriver à pousser l'open source sur l'indice de durabilité, etc., c'est encore beaucoup de travail. Et donc, si on arrive à avoir, moi, mon rêve, ce serait d'avoir des organismes un peu indépendants, l'ARCEP, voire la DINUM qui intervient, je ne sais pas, qui produisent des rapports pour nous aider justement à objectiver un peu cet aspect-là.
Parce que face à des lobbyistes un peu plus agressifs, dont je ne citerai pas les noms, bah oui, forcément, c'est pas évident. Et c'est toujours sur la tangente. C'est super que des gens comme nous, on soit dans ces groupes-là, mais c'est pas gagné. Là, typiquement, j'ai eu le corona il y a 2 semaines, j'ai failli rater un groupe de travail. Bah voilà, enfin je dis pas que ça repose sur moi, mais si les 3-4 acteurs que je vous ai cités, là on n'est pas là, bah ça peut passer quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, on en est là quoi. Donc j'espère bien que plus de rapports soient disponibles pour prouver pourquoi l'open source peut aider des projets responsables. Et puis bien évidemment, j'espère bien que le consommateur, la consommatrice sera aussi plus informée. Donc l'indice de réparabilité c'est une bonne chose, mais que l'acte d'achat soit beaucoup plus éclairé. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas encore suffisant. La commande publique, vous en avez parlé. Néanmoins, la commande publique, on est en test au niveau de la métropole de Rennes. La métropole de Lyon a fait aussi l'effort d'avoir des téléphones Fairphone, mais à chaque fois qu'on bosse avec les commandes publiques, c'est l'enfer, en fait. Toujours. Il faut disrupter ce truc-là aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cases à cocher, là, bah, mettons un gros axe sur l'environnement, sur le côté responsabilité, et essayons... On a passé les 4h45 là. Essayons de minimiser peut-être d'autres facteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, on a passé toutes les certifs Orange, Bouygues, SFR, on est compatible avec les opérateurs, etc. Mais on est encore, et ce n'est pas la faute des personnes dans les métropoles. Souvent, on a des gens qui sont motivés, etc., mais qui nous disent ouais, « je suis désolé, ça passe pas les trucs, etc. » Donc, il faut assouplir aussi ces règles-là. Je suis d'accord que la commande publique peut avoir est un vrai levier, mais l'arsenal en place, le process d'achat est tellement lourd que ça bouge pas beaucoup en fait. Que ça bouge pas beaucoup. Tout à l'heure, j'avais la question à la fin de mon talk sur les tablettes, le système open source dans les tablettes. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a des tablettes qui sont dans des valises parce qu'il n'y a pas d'OS libre disponible pour ces tablettes. Les profs n'arrivent pas à les maintenir. Bref, moi, j'en suis arrivée. La question qu'on m'a posée tout à l'heure à la fin de mon talk, j'ai dit bah, faut mieux mettre du chauffage dans les écoles en fait là. Faut limite plus faire de numérique quoi. Parce que si c'est pour faire ça, autant ne pas le faire. Donc ça, c'est pour être un peu pessimiste. Le côté optimiste, c'est si on le fait, essayons de mieux le faire et assouplissons justement ces commandes publiques, le process d'achat, etc. quoi. On y travaille et on espère vraiment que la loi Rennes va évoluer et que nous, on s'est doté de cette fameuse charte et je pense que c'est dans cet état d'esprit-là. Et l'idée, c'est vraiment d'essaimer, je dirais, des retours d'expérience, même plus que des rapports, même si les rapports sont essentiels. Mais je pense qu'en travaillant en démarche d'amélioration progressive sur ces questions-là, on a des vrais retours d'expérience terrain et c'est ce qui proof of the concept. Merci beaucoup. Merci Richard. On a 2 minutes pour une question et demie. Quelqu'un a une question et demie? Oui. Je parle comme ça? Ouais, ouais. Je vais répéter. En fait, Pascal Kuczynski, le collègue de Mathieu qui pose des questions embêtantes à Agnès. Je vais reposer ma question je n'ai pas entendu la réponse concrètement. J'ai bien entendu l'aspect matériel, l'aspect c'est là où on peut gagner le plus. Moi, je veux revenir sur l'aspect purement logiciel. Il me semble qu'il y a à gagner avec le logiciel libre, ne serait-ce que sur le mode de développement, parce qu'il est collaboratif, parce qu'il est reprenable, parce que ça s'échange, parce que ça se partage, parce que ça va plus loin dans l'évolution. Ça n'est pas dépendant d'une seule structure qui a la main mise sur son logiciel propriétaire. Et je n'entends pas grand-chose là-dessus. Je cherche un argumentaire sur ce côté-là pour mettre en avant le logiciel libre autrement que sur la durabilité des matériels, qui est respectable. Je veux bien. Je veux rajouter un autre composant qui est purement logiciel. Alors, je pense que comme tout à l'heure, vous n'avez pas entendu la réponse, en fait. Je suis désolée, mais c'est vrai. J'ai cité l'exemple du Francophone, de Common et de I et de IoT. Pour moi, concrètement, c'est des exemples qui montrent que l'open source, c'est justement fait pour que d'autres acteurs se réapproprient ces produits-là. On ne parle plus de Fairphone, là. Hein. On a droppé le support, on va dropper le support sur le Fairphone 2. Bah, grâce à IoT, grâce à iOS, grâce à LineaOS, les produits vont continuer d'exister. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc vraiment, je m'excuse, hein, j'étais un peu agressive, mais ça fait 2 fois, là. Mais oui, non, c'est vrai, il n'y a pas que le côté longévité, vous avez raison, il y a aussi ce côté de multiplication des acteurs et le modèle qui peut se faire approprier par des personnes différentes. Je vais juste me permettre. En fait, je pense que vous avez entièrement raison, monsieur. Les solutions logicielles, il y a effectivement cet aspect longévité, obsolescence, etc. des produits. C'est une certitude.
il y a le côté logiciel qui est essentiel. Et moi, je prends toujours l'exemple, je suis tombée sur un documentaire où des agriculteurs n'arrivaient plus à réparer leur tracteur parce qu'ils n'avaient pas accès au code source en fait, de leur solution logicielle. On leur donnait même plus le mode d'emploi. Et ben, vous êtes typiquement dans ce que vous venez de citer sur un exemple qui n'est pas du tout du secteur du numérique, qui est un secteur, et on peut l'appliquer dans plein d'autres domaines et dans plein d'autres solutions logicielles. Donc vous avez entièrement raison. Il n'y a pas que l'indice de réparabilité, c'est essentiel parce qu'il faut qu'on ait une longévité des objets liés à un manque de ressources qui est évident sur la planète, mais aussi l'open source, c'est la solution logicielle, l'éco-conception, le partage des sources et de faire évoluer nos systèmes. Je citerai l'atelier paysan, sur justement l'atelier paysan, très important à citer, je pense que c'est connu. Ouais, exactement. Ouais. Donc, communauté d'acteurs dans le monde de l'agriculture qui essayent de promouvoir l'open source. Ouais, exactement. Une demi-question alors. La Commission européenne dépense pas mal d'argent à l'avancement. Et comment on pourrait faire pour qu'à chaque fois qu'elle demande une production logicielle, cette production logicielle, sans même tellement réfléchir à ce que c'est une fausse bonne idée, soit émise en open source et jamais en closed source. Ma question est claire? On va la laisser à Sandrine ou à peut-être. Oui, je peux dire quelques éléments, mais je pense que ça rejoint ce qui avait été souligné par Mona, le fait que la commande publique est un levier important, donc il faudrait prévoir des obligations réglementaires en ce sens, mais le problème qu'on rencontre, nous, en tant que régulateurs, lorsqu'on réfléchit à des initiatives législatives, qu'on participe à des groupes de travail avec la Commission, c'est qu'on manque d'analyse objective pour objectiver ces propositions et montrer l'intérêt d'un point de vue environnemental. Après, est-ce que, par exemple, ce type d'obligation pourrait passer par d'autres argumentaires, notamment en matière d'éthique, de vie privée, de souveraineté du numérique? Ça, c'est une question ouverte. Voilà, je pense que c'est une question à approfondir, mais oui, j'entends bien votre point. Alors, moi, dans un monde idéal, je serais pour un Open Source Business Act européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des Business Acts qui sont autour de l'industrie. Personnellement, je suis pour pousser ce type d'investissement en disant on a nos objectifs sur l'intégration d'open source, enfin tous les volets, j'entends. Hein. Mais moi, je suis un peu plus... Parce que je trouve que quand on regarde un petit peu ce que font les autres acteurs internationaux, les GAFAM, etc., que ce soit au travers de leurs commandes publiques, ils sont beaucoup appuyés en fait. Et je pense qu'on a besoin, moi je le fais à l'échelle de mon territoire, même à l'échelle de quelques métropoles, puisque j'interviens aussi au niveau national sur les sujets numériques. Sincèrement, je pense qu'on a besoin d'un message fort. Et je le vois à l'échelle de mon territoire, quand on a une forte impulsion politique, on arrive à faire bouger les lignes et je pense que là on est dans un véritable tournant au niveau de l'open source et qu'il ne faut pas qu'on le rate pour les questions que pour les enjeux que j'ai cités tout à l'heure. Merci beaucoup, merci de faire bouger les lignes et je vous propose de les applaudir tout simplement. Bon après-midi, bonne fin de salon.